Donc ici, vous êtes dans le grand amphithéâtre, vous êtes dans une université qui a été créée au Moyen-Âge, une des premières, et qui a été surtout dédiée aux chirurgiens. Donc je ne parle pas des barbiers, je parle vraiment des chirurgiens qui ont fait quelques catastrophes sur la connaissance médicale. Toujours est-il que ici, vous êtes dans le grand amphithéâtre qui, en 1769, a été construit à la demande de Louis XV par l'architecteur Jacques Baudouin, qui lui-même pose la dernière pierre en 1774. Donc, l'amphithéâtre d'anatomie est hémisphérique et couvert d'une demi-coupole à caisson percée d'un oculus que vous voyez ici et qui autrefois permettait non seulement un éclairage zénital, ça c'est la poésie des personnes qui ont écrit mais surtout pour l'aération. Vous avez compris, ici on faisait des dissections. Donc on l'a fermé, on a pensé que les dissections pouvaient être faites ailleurs. S'inspirant des règles canoniques de l'Antiquité, l'œuvre de Baudouin fait preuve d'originalité et elle reçut de très bonnes critiques et fut qualifiée de simplicité à l'antique de par ses volumes et sa pureté. Donc la peinture murale qui orne ici cet amphithéâtre est l'œuvre d'Urbain Bourgeois, 1842-1911, et qui représente 56 savants, médecins, physiologistes, alors à vous d'aller les retrouver, qui ont le plus illustré l'art de guérir. Les derniers seront présentés de manière à ce que l'on puisse suivre l'évolution chronologique tout en conservant le pittoresque. Donc la peinture a été exécutée entre 1890 et 1895. Maintenant, je laisse place à Joseph Monsonego pour introduire cette session. Mais je trouve que, compte tenu du lieu, il était intéressant de vous dire où vous étiez. Merci. Merci, Cécile. Alors, d'abord, bonjour à tous et soyez les bienvenus à cette journée dédiée à l'HPV et au cancer induit. Alors, vous le savez, en France, nous sommes dans un tournant important parce que nos autorités de santé ont pris conscience que la prévention des cancers devait être prise à bras-le-corps. Et dans ce contexte-là, l'exemple des cancers HPV induits est un exemple remarquable. Quel est l'enjeu ? Les papillomavirus sont des virus que nous connaissons maintenant depuis une cinquantaine d'années. Et ce sont des virus qui ciblent les revêtements épithéliaux du bas appareil génital, de l'anus, de l'oropharynx et de la peau. Ces virus, en réalité, lorsqu'ils persistent et ne sont pas éliminés spontanément, vont en réalité, pour un certain nombre d'entre eux, entraîner des modifications du cycle cellulaire et des cellules qui vont progressivement devenir transformantes. Alors, c'est vrai, nous le savons aujourd'hui, les papillomavirus induisent des cancers, cancer du col de l'utérus, cancer de l'anus essentiellement, cancer de l'oropharynx et d'autres. La totalité des cancers du col sont induits par certains types de papillomavirus persistants. Les cancers de l'anus sont induits à 80% par les papillomavirus de type 16 et les cancers de l'oropharynx en moyenne à 50%, variant selon les pays. Alors, ces cancers sont un vrai problème de santé publique. Nous enregistrons en France plus de 6500 cas tous les ans, dont près de la moitié sont dévolus au col de l'utérus et l'autre moitié pour les cancers de l'anus, à majorité féminine, et les cancers de l'oropharynx, à majorité masculine. Ces cancers sont un vrai problème de santé publique parce qu'ils ne s'accompagnent pas de signes prémonitoires.
on y est très souvent confronté d'emblée, en particulier pour les cancers de l'oropharynx et les cancers de l'anus, parce que ce sont des cancers qui sont très prévalents et ce sont des cancers qui sont également de mauvais pronostic avec une survie à 5 ans qui n'est pas très bonne. L'âge, le pic d'âge de ces cancers se situe pour le col de l'utérus à 45 ans, pour l'anus et l'oropharynx entre 55 et 60 ans. Donc, on peut le dire, des populations jeunes pour lesquelles on va avoir des traitements mutilants et une prise en charge parfois très difficile. En sachant que si effectivement sur les sites du col utérin, il y a un dépistage qui existe au niveau de l'anus et de l'oropharynx, il n'y a pas de dépistage. Alors, c'est une réalité. Pourtant, nous avons à notre disposition, depuis plus de 15 ans maintenant, des armes extrêmement puissantes pour se protéger contre la maladie. La vaccination, disponible depuis une quinzaine d'années, permet effectivement, lorsqu'elle est administrée à la population cible idéale, d'assurer une protection quasi complète, parfaitement démontrée pour le col de l'utérus, mais très probablement sur les autres sites où l'HPV est l'élément dominant. Je remarquerai que dans ce contexte-là, nous avons pris du retard. Le ministre de la Santé va prendre la parole dans un instant pour nous délivrer son message. Et vous le savez, nos autorités de santé ont pris des initiatives à très haut niveau, puisque le président de la République s'est prononcé il y a quelques semaines sur la mise en place d'un programme scolaire destiné à la population cible idéale, c'est-à-dire aux jeunes garçons et filles de 11 à 13 ans, programme scolaire qui également s'accompagnera d'un intérêt pour la population de rattrapage en offrant la possibilité et l'extension des compétences vaccinales à d'autres acteurs de santé comme les pharmaciens. De la même façon, nos autorités de santé avec la HAS, l'INCa, ont fait un effort considérable et ont mis ce sujet-là à l'ordre du jour déjà depuis 3 ans sur la question du dépistage, puisque nous avons désormais un programme de dépistage organisé dans les régions et nous sommes passés, il y a 3 ans, d'un dépistage cytologique à un dépistage papillomavirus, dont l'intérêt principal est d'augmenter la sensibilité à détecter les lésions précancéreuses de 25 à 30% comparé à la cytologie. Alors, dans ce contexte-là, effectivement, on pourrait s'imaginer que la situation est idéale et pourtant, il y a encore 2 leviers majeurs pour que les choses changent. Il faut mettre en œuvre les programmes, c'est pas une chose simple. Et évidemment, il faut arriver à l'objectif principal qui est celui de l'augmentation de la participation, que ce soit pour le dépistage et la vaccination, au moins à 70%, et nous en sommes encore assez loin. Alors, nous avons pris du retard, certes, c'est le constat qu'il faut faire. Nous sommes en décalage par rapport à beaucoup de pays, en particulier des pays européens, mais si ces outils sont exploités de manière opérante, eh bien, effectivement, la perspective d'une éradication progressive de ces maladies peut être envisagée à l'horizon 2040, comme le suggère l'OMS, probablement pas à l'horizon 2030 comme elle l'indique, mais en tout cas chez nous à l'horizon 2040. Donc l'objectif de cette journée est de porter un regard multidisciplinaire sur ces pathologies,
d'analyser, de décrypter, de sensibiliser et de comprendre les avancées, les freins et les retards. La journée est déclinée en 3 grandes parties. La première est consacrée à l'état des connaissances. La seconde, dédiée à la recherche, où des initiatives de recherche françaises seront présentées. Et la troisième, très importante, celle du partage des échanges d'idées avec les acteurs de la prévention, la société civile et les associations. Alors, les temps forts de cette journée, et nous l'espérons, c'est la mobilisation des acteurs de santé, c'est aussi la sensibilisation du public, mais c'est aussi d'accompagner nos autorités de santé dont la volonté à mettre en place les programmes et à contribuer au recul de ces maladies est aujourd'hui bien annoncée. Je voudrais enfin, et pour terminer, remercier tous ceux qui ont fait de cette journée un succès, j'en suis sûr. D'abord, évidemment, tous les orateurs qui viennent partager leur savoir avec nous. Ensuite, saluer les efforts de nos institutions qui ont fait un pas, je peux le dire puisque je suis cette affaire depuis des années, qui ont fait un pas très important ces derniers temps pour faire avancer les choses. Je pense essentiellement au ministère de la Santé, à l'INCa et à l'HAS. Remercier ceux qui nous apportent leur soutien, l'ANRS et l'association des médecins qui font la recherche sur les papillomavirus, et enfin, vous, tous les participants qui témoignez de votre intérêt à cette journée. Je voudrais enfin conclure et dire que c'est l'équipe formidable qui a levé le défi d'organiser cette journée a été particulièrement enthousiaste et dynamique, et je remercie au nom de tous, mais personnellement, ceux qui ont contribué, c'est-à-dire Christine Catlama, Patrice Debré, Cécile Badoil, Charlotte Charpentier et Hélène Perret. Je vous remercie. Très bonne journée. Merci, Joseph. Merci à tous. Merci. C'est une aventure collective. Vous voyez, on n'a pas d'agence. C'est un peu bricolo. Mais finalement, on aime. Merci à Cécile de nous avoir permis d'être dans cet endroit historique. Juste, logistique. Il y avait un petit café, vous ne l'avez pas vu, il fallait contourner les statues, là, un peu derrière, parce qu'on ne pouvait pas être devant. Il y aura une pause en milieu de matinée. Il y a un déjeuner aussi qui sera servi dans la même galerie dont j'ai oublié le nom. Voilà, donc merci à tous d'être là et merci à Brigitte aussi d'avoir participé avec nous à l'organisation. Nous avons prévu dans nos têtes et dans nos actions ce colloque bien avant qu'il n'y ait, il y a un mois, l'annonce faite par le ministre de la Santé et le président de la République. Alors, nous lui avions demandé sa participation en sachant qu'on serait vraiment super content s'il nous enregistrait un message. Alors, on comprend qu'il n'est pas là, il y a peut-être d'autres chats à fouetter en France, mais vous allez voir, il est résolument engagé dans cette lutte contre HPV. Laura, notre chef opérateur de la logique. Mesdames et messieurs, si je vous disais qu'il existe un vaccin parfaitement sûr, très efficace, qui permet de réduire de 80 à 90% l'incidence des précancers et des cancers du col de l'utérus, du vagin, de la vulve, de l'anus, de la sphère ORL. Si je vous disais ensuite que pourtant, fin 2021,
seuls 45,8% des jeunes filles âgées de 15 ans avaient reçu une dose. Que chez les garçons du même âge, la couverture vaccinale n'atteignait que 6%. Vous me diriez qu'il est urgent d'agir pour arriver à passer le cap d'une protection massive de la population contre ces cancers évitables. Et je partage tout à fait cet avis. C'est pour cela que même si je ne peux pas être physiquement présent parmi vous aujourd'hui, il est extrêmement important de pouvoir m'adresser à vous à l'occasion de ce colloque dont le thème « Accélérer la prévention des cancers HPV induits » nous rassemble et nous mobilise. Chaque année, en France, 6400 nouveaux cas de cancer sont attribuables aux infections liées au papillomavirus humain. Je refuse la fatalité de ce chiffre. Nous devons protéger les Françaises et les Français contre les pathologies et ces pathologies ravageuses évitables. C'est un devoir de santé publique que je prends très à cœur. En particulier notre jeunesse, alors qu'il est démontré que l'efficacité du vaccin contre le HPV est plus forte si elle est réalisée au début de l'adolescence, autour de 11 ans, avant l'entrée dans une vie sexuelle active. En effet, les HPV sont parmi les infections sexuellement transmissibles les plus fréquentes. Si ces infections disparaissent, la plupart du temps naturellement, en quelques mois et sans symptômes, quand elles persistent, les conséquences sont très graves, avec des évolutions vers des cancers. Nous sommes toutes et tous concernés. La plupart des hommes et des femmes ayant une activité sexuelle seront infectés à un moment de leur vie. Ainsi, en quelque sorte, ne pas se protéger, ne pas protéger nos enfants et nos adolescents contre le HPV, c'est jouer à la roulette russe avec sa santé, avec leur santé. C'est pour cela que dès 2021, notre stratégie décennale de lutte contre le cancer a posé l'objectif d'atteindre plus de 80% de jeunes vaccinés à l'horizon 2030 comme une priorité. Cet objectif, nous l'atteindrons si, et seulement si, nous mettons en place dès maintenant une politique ambitieuse, massive, proactive de prévention. Des efforts importants ont été faits au cours de ces dernières années. Les chiffres de la couverture vaccinale que je vous citais d'entrée sont le résultat d'une hausse continue depuis 2007, année de l'introduction de la vaccination féminine, la vaccination n'étant proposée aux deux sexes que depuis 2021. Mais ce n'est pas suffisant. Notre objectif de 80% de jeunes vaccinés, nous avons constaté qu'il était atteint dans certains pays, l'Australie, le Royaume-Uni, la Suède, le Québec, plusieurs régions espagnoles. Le point commun entre ces pays, c'est que la vaccination y est organisée à l'école, est offerte gratuitement à tous les écoliers d'une certaine classe. Quand on a un bon exemple, il faut le suivre. Nous avons commencé par une expérimentation dans la région Grand Est sur les 2 précédentes années. Et nous avons obtenu d'excellents résultats chez les jeunes scolarisés en classe de 5e grâce à la réalisation d'un centre de vaccination au sein de l'établissement scolaire avec une première séance d'information et 2 séances ultérieures de vaccination prises en charge à 100%. Quand un dispositif fonctionne, il faut l'élargir. C'est ce que nous avons fait. Aux côtés du président de la République, accompagné du ministre de l'Éducation, Pape Ndiaye, je me suis rendu le 28 février dernier en Charente à la rencontre des élèves du collège de Jarnac. C'est devant les premiers concernés que nous avons donc pu annoncer le lancement d'une grande campagne généralisée de vaccination contre les infections à papillomavirus humain, gratuite, accessible dans l'établissement pour tous les élèves de 5e dès la rentrée prochaine. Cela concerne les filles et les garçons, j'insiste là-dessus. Les hommes sont tout autant exposés à l'infection HPV et à ses conséquences. Il faut briser l'image que l'on peut parfois avoir d'une maladie féminine. Expliquer, faire de la pédagogie, c'est aussi un déterminant important de cette mesure. Par ailleurs, toujours pour faciliter l'accès à cette vaccination, les pharmaciens, sages-femmes et infirmiers pourront, dès septembre, à la fois prescrire et injecter les doses de vaccins nécessaires. Je suis extrêmement fier de cette avancée que nous portons sous l'impulsion du président de la République. C'est un grand coup d'accélérateur dans la lutte contre les cancers. C'est une brique fondamentale de la politique de prévention que nous construisons. En effet, cette annonce vient en complément d'autres mesures que j'ai mises en place pour renforcer la prévention en santé. Les rendez-vous de prévention, l'élargissement du dépistage des infections sexuellement transmissibles sans ordonnance, la gratuité des préservatifs pour les moins de 26 ans en pharmacie ou encore l'accès à la contraception d'urgence sans ordonnance pour toutes. Mesdames, Messieurs, votre colloque réunit aujourd'hui la communauté scientifique engagée dans la lutte contre le HPV,
mais aussi des représentants de la société civile, des patients et des associations. Cela en fait un moment de partage de l'expertise scientifique la plus récente en matière de HPV, mais aussi un moment d'action et de dialogue entre toutes les parties prenantes pour accélérer ensemble la prévention des cancers induits par le HPV. Je salue l'initiative de cette journée. Je remercie chaleureusement l'ANRS-MIE, l'Association francophone pour l'étude des infections à papillomavirus et à polyomavirus, et toutes celles et ceux qui se sont impliqués dans son organisation, ainsi que les intervenants de grande qualité. Je vous redis mon engagement sans faille pour mener et gagner la bataille de la prévention contre les cancers et toutes les maladies évitables, et je vous souhaite une excellente journée.